Bonjour à tous, c'est Bastid Open et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du PPV qui s'est déroulé hier dans la nuit, l'analyse de Battleground. Donc avant d'en parler un peu plus de manière approfondie, j'aimerais parler de certaines choses et premièrement c'est la grande nouvelle. À partir du prochain PPV, donc pour SummerSlam, les analyses arriveront le mardi et non plus le lundi. Pourquoi? Parce que le jour après SummerSlam, je reprends un boulot. Donc comme vous le voyez, je suis vraiment en affaires d'entretien, ça va bien, ça s'est bien passé. J'ai en guillemets signé mon contrat, donc je vais bosser 4 mois et demi. Euh, Juste en gros, c'est pour des personnes addictes aux alcools et aux drogues. Je n'en parlerai pas plus, c'est ma vie personnelle. Donc ça c'est mon côté ma vie, donc tout le monde s'en fout. Donc c'était juste pour avertir que ne l'attendez plus, à part celle-ci, les vidéos analyses le lundi, mais le mardi. Donc désolé si vous voyez Raw avant de regarder ma vidéo analyse, mais je ne peux pas tout faire, je ne suis pas un robot. C'est pour ça que je vous l'annonce dès maintenant. Ensuite, deux choses importantes. Donc, premièrement, je fais un coucou à Bradley Dossin. Donc, désolé si j'écorche ton prénom et ton nom, mais je te fais un petit coucou comme tu me l'as demandé. Et la deuxième chose, c'est que Darren m'a demandé de vous dire. Donc, si vous suivez Darren, donc il fait des vidéos de trous de magie et du catch. Donc, ça fait un bon moment qu'il n'a plus posté de vidéos donc dans les temps impartis. Il a sorti sa vidéo pronostic de Money in the Bank une semaine après. Voilà, donc pour moi, ça fait un bon moment qu'il n'a pas sorti de vidéo, je vais le dire comme ça. Il avait annoncé qu'il allait sortir sa vidéo pronostic de Battleground et sa vidéo analyse, il ne pourra pas le faire. Il m'a demandé de vous avertir, donc pour ceux qui nous suivent les deux séparément, de vous transmettre l'information qui devrait normalement revenir pour les pronostics de SummerSlam. À prendre avec des pincettes, c'est pas tout à fait sûr parce que son PC lui pose quelques petits soucis. Voilà, donc on va enfin pouvoir parler, je vais enfin pouvoir parler de cette analyse de Battleground. Donc déjà, première chose à dire, c'est le premier PPV que je note une deuxième fois dans le sens où j'ai commencé pour Night of Champions 2013. Et là, c'était le PPV post-SummerSlam. Et après Night of Champions, c'était Battleground. Donc, c'est la deuxième fois que je note Battleground. Le deuxième, donc celui d'hier soir, est clairement mieux noté. Vous me donnerez la note à la fin. Et si je l'oublie, vous l'aurez par là en bas. Et de toute façon, vous devrez avoir les notes qui sont par là, normalement. Ça devrait être ici, où il y a mon doigt. Donc l'avancée des notes comme je fais d'habitude. À noter aussi que pour SummerSlam, l'analyse, je risque de faire les choses un peu différemment parce que je trouve que je suis pas assez objectif, ou en tout cas je ne note pas les matchs selon les mêmes critères. Alors pour certaines choses c'est normal, je passe par exemple là, je vais pas noter le match Seth Rollins contre Dean Ambrose par rapport à la rivalité qu'ils ont et par rapport au match. Comparer, je sais pas, Naomi contre Cameron par exemple, même si je ne l'ai pas noté, deux scénarios totalement différents, voilà, je comprends pas pourquoi je devrais les noter de la même manière. Donc certains points oui, certains points non, comme les storylines là, je peux pas, le storytelling je peux pas, il peut pas être transmis sur le ring de la même manière pour les deux matchs. Donc je vais faire une sorte de tableau et je vais les noter par rapport à ça. Donc je pense que je ferai une vidéo avant SummerSlam et je vous expliquerai sur quelle base, sur quel concept, sur quel point je noterai mes matchs à partir de SummerSlam. Donc j'ai aussi vu, ce qui m'a donné un peu cette idée là, c'est que j'ai vu que ce que j'ai noté, donc si je regarde là, c'est parce qu'il y a mes notes, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'étais pas assez dur, clairement pas assez dur quand je vois que je note par exemple le match des Divas, je crois que c'est 8 sur 10, et je l'ai noté par rapport à un match de Diva, mais ça vaut clairement pas 8 sur 10, donc je vais les mettre un peu tous au même niveau pour certains points comme j'ai dit, et tous par rapport à leur point même du match, à ce que le match raconte, aux participants aussi, et ça donnera une note un peu plus précise du PPV, je l'espère. Voilà, 5 minutes pour expliquer ça, c'est bien Jordan.
Donc le match, oui, donc, je vais parler du pré-show, je l'ai regardé, j'ai pas vu Adam Rose contre Fandango, je ne sais même pas qui a gagné le match. Je pense que ce serait Adam Rose, avec une intervention de Summer et Leila. J'ai vu qu'elles étaient là à l'entrée d'Adam Rose, mais je ne sais pas qui a gagné. Voilà. Ensuite, j'ai vu, ben, quand j'ai mis le... Vous allez rire, quand j'ai mis le pré-show sur YouTube, j'étais en train de faire du sport. Donc oui, je fais mon sport, ma musculation à 1h30, parce que j'ai que ça à foutre de ma vie. Et donc je suis tombé là-dessus, et j'ai bien fait de continuer de faire mon sport. Je m'en suis quasiment un peu foutu. Et 3 minutes de match merdique entre Naomi et Cameron. Pour voir Cameron juste faire un roll-up et gagner le match, moi ça me va pas, j'ai trouvé ça minable et j'ai même pas voulu le noter. Ensuite, donc, on a le gros match de la soirée, les Usos contre la Wyatt Family. Donc, si vous me permettez de prendre mon attel pour les notes. Donc, j'ai marqué premier tombé de Luke Harper sur Jimmy, très rapide, pas encore le temps de démarrer. Dans le sens, on a eu le premier tombé très très rapidement. Ça peut mettre une pression sur les champions. À ce moment-là, j'accepte le tombé rapide. Ensuite, j'ai mis deuxième tombé de Jimmy sur Luke Harper. Donc, encore une fois, on reste avec les deux mêmes. Là, maintenant, j'ai mis tout aussi vite que le premier tombé. À quoi sert la stipulation? Le premier tombé, s'il arrive vite, ça ne dérange pas. Parce que ça peut ajouter un point psychologique sur le match. En l'occurrence, c'est 1-0 pour les challengers numéro 1. Donc, ça donne un aspect psychologique, un peu de précipitation où il faut absolument renverser la vapeur de la part des champions et je trouvais ça très intéressant. Sauf que ce deuxième tombé casse totalement la stipulation et pour moi j'appelle ça un non-respect de la stipulation dans le sens ils auraient pu très bien supprimer ces deux tombés. Ça ne fait que les décrédibiliser, en tout cas Jimmy Uso et Luke Harper, par rapport aux résultats, pas par rapport au match. Donc voilà, c'est ce petit point là qui m'a dérangé et c'est le point qui m'a fait que j'ai mis 9,5 sur 10 et pas 10 sur 10. Ensuite, j'ai mis le match commence seulement après le deuxième tombé, mais c'est un match totalement dingue, avec une double superplex d'Eric Rowan sur les Usos, magnifique. Un double moonsault, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas la prise de finition des Usos sur, je crois que c'était Luke Harper. Et la victoire surprise des Usos, donc c'est assez surprenant, dans le sens où, bon, déjà je me suis fait totalement laminer dans le concours pronostic. Je n'irai pas à 5 victoires consécutives, dommage, mais elle était... tous les matchs, enfin les résultats de match ont été surprenants. Je trouve, à mon sens, j'attendais en tout cas pas les Usos vainqueurs et je pense que c'est pareil pour vous. Je crois qu'il n'y a personne sur les 9 qui font concours avec moi qui ont pronostiqué une victoire pour les Usos. Donc c'est pour vous dire à quel point cette victoire est surprenante. Par contre, j'ai marqué dommage pour les Wyatt. Ça fait longtemps qu'ils mériteraient le titre par équipe, ils ne l'ont pas eu, mais je n'ai pas baissé la note par rapport à ça, parce que le côté subjectif, j'essaye de l'enlever. Ensuite, à noter l'angle de Seth Rollins et Dean Ambrose en backstage, donc ça rajoute un côté psychologique, un côté intensification de la feud entre les deux, et je vais en parler un peu plus loin lors du match entre les deux, où c'était quand même un petit troll gentil. Ensuite, on a eu Paige contre AJ Lee, donc enfin un match qui dure plus de 1 minute, donc ça fait plaisir à voir. Ouais, franchement, quand on voit qu'il y a eu des matchs catastrophiques ces dernières années pour le match de championnat des divas, là c'est pas magnifique, c'est pas exceptionnel, mais ça remonte déjà de 1 voire 2 crans, et ça me fait plaisir. Sauf que Paige a fait 2 botches, a botché 2 de ses prises, et j'ai trouvé ça assez dommage. On la sent pas sûre à certains moments, mais retrouve sa fougue dans d'autres, donc un petit côté heal quand elle tape un peu à AJ Lee puis qu'elle lui dit allez réveille-toi, j'ai envie que tu montres ce que tu sais faire en gros. Ça c'est un bon point pour Paige. J'ai mis que ça se voit clairement qu'elle est plus à l'aise sur le titre des divas, donc c'est quand même assez paradoxal. C'est ironique. Tout le monde recherche le titre des divas pour avoir de la reconnaissance et elle ça la ralentit. Premier compte du Black Widow avec Paige, incroyable. Et le beau compte du Paige Turner, donc c'est aussi le premier compte pour cette prise là. Magnifique. Finir sur un Shining Wizard, je trouve pas ça très crédible. Je suis désolé, c'est un coup de genou dans la tête, mais il y a beaucoup plus de choses, comme je sais pas, lorsque Seth Rollins saute depuis la 3e corde, il met un coup de genou, ou quand c'est un peu qui faisait ça, dans ce cas il peut faire un tombé aussi et ça va tout aussi bien. Shining Wizard c'est très très bien, mais ça mérite pas de finir le match comme ça. Beau match de diva malgré quelques cassures de rythme dues au selling de AJ, donc voilà, ça c'est un problème. Il faut privilégier quoi dans un bon match? Le rythme, donc que ce soit très très bien rythmé, ou le selling? Parce que
le rythme était assez catastrophique par certains moments, mais à côté de ça, le selling de AJ est parfait à mon sens. Le selling, donc je rappelle, c'est la capacité à vendre les prises pour un lutteur. Donc AJ s'est fait démonter pendant un moment du match, d'où Paige qui lui dit vas-y réveille-toi. Et c'est ça, c'est là que AJ, pardon, elle scelle bien, elle vend bien son truc, quoi. Elle vend bien les prises de Paige et c'est assez incroyable. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, vous préférez quoi, un match rythmé ou un match bien vendu? C'est difficile de... Pour moi, je trouve que c'est dur de faire bien rythmé et bien vendu. À moins qu'une personne ait un gimmick de mec qui se relève tout le temps, même s'il a trois jambes cassées, si on veut bien. Donc voilà, là, c'est des divas, donc je fais pas mon sexiste, c'est un peu plus dur. Donc voilà, et dernière petite déception, c'est pas de heel turn pour Paige, j'ai mis 8 sur 10 si je me souviens bien. Oui, donc vous voyez, je trouve que je vais quand même un petit peu surnoter le match, d'où mon changement pour SummerSlam. Ensuite, Jack Swagger affrontait Rusev. Donc, première petite interrogation par rapport aux rumeurs. Rusev devait abandonner son gimmick par rapport à Vladimir Poutine, par rapport à ce qui s'est passé avec les attentats en Ukraine. Là, on ne pouvait pas savoir. Lana a parlé de Vladimir Poutine en début de match. Soit ça indiquait que ça allait continuer, soit ça indiquait que Jack Swagger allait le battre et fermer la bouche de Lana et de la même occasion de Rusev et de la même occasion de Vladimir Poutine. Donc vraiment marquer, toujours pas de Vladimir Poutine, mais marquer la victoire des États-Unis pour faire oublier la Russie. Voilà, ça c'est pas arrivé. Ils prennent des risques, mais je suis d'accord avec ce point-là. C'est du théâtre. Alors dans ce cas, je sais pas, juste, j'ai pas vraiment de film en tête, mais dans ce cas, on parle plus jamais du 11 septembre 2001 dans les films. Un gars, je sais pas, j'imagine le rôle d'un acteur qui dirait j'adore, je suis pour ce qu'ils ont fait avec le World Trade Center le 11 septembre 2001, j'aime Ben Laden, voilà, enfin, c'est du cinéma, c'est de la comédie, il faut pas tout confondre et moi je suis pour que la WWE continue de prendre ce risque-là, malgré qu'elle pourrait avoir des problèmes. Maintenant, au match proprement dit, j'ai mis match en faveur pour Rusev. Vraiment, on le sent en difficulté, n'arrive même pas à le battre clean, donc je pense que c'est pas pour décrédibiliser Rusev, mais vu que les officiels sont assez contents de Jack Swagger, ils ne voulaient pas le décrédibiliser dès le premier match comme Biggie. Ils ont déjà fait une erreur comme Biggie, donc pourquoi le faire sur Swagger? Et j'ai mis revanche probable à SummerSlam, ça me paraît logique, et j'ai mis 7,5 sur 10. Ensuite, on a eu le match très long, Seth Rollins contre Dean Ambrose. Donc le match a duré environ 0 secondes vu que Seth Rollins l'a emporté par forfait. Donc j'ai mis match incroyablement long et intense. Après j'ai mis mais sérieusement, moment après le match incroyable, intense. Vraiment c'était dingue, vraiment dingue entre les deux. C'était en dehors des matchs les moments transition des matchs de la soirée. Ça vient juste après l'opener, donc entre les Usos et la Wyatt Family. Pour moi, j'ai apprécié, si j'ai mis une note, j'en ai pas mis parce que c'est pas un match à proprement dire. Si j'ai mis une note, j'aurais mis 9,5, 9 sur 10. Le problème, c'est que j'ai mis manque cependant encore un moment de fight. Il fallait les laisser se battre, quoi. Vraiment, qu'ils séparent, vraiment, qu'ils arrivent à échapper aux officiels, qui s'en foutent plein la gueule que cette Rollins. Il y a un petit décalage avec ce qu'on a vu, moi j'en parle maintenant. Dean Ambrose était dans son coffre, donc vraiment le mec est psychopathe. Pour attendre cette Rollins s'est enfui avec sa voiture en laissant sa mallette. Déjà, pourquoi Dean Ambrose ne prend pas la mallette pour la cacher plus tard? Première incohérence. Deuxième incohérence, Seth Rollins, on le fait passer pour un fort. Il a pas peur de Dean Ambrose, il va quand même contre lui. Mais après ça, il fuit en voiture. Pas crédible. Voilà, c'est le seul petit point négatif avec le manque de fight que je mettrais dans les segments Seth Rollins et Dean Ambrose, mais ça rajoute de l'intensité. La storyline, elle va être assez incroyable. Elle me rappelle un peu Brock Lesnar contre CM Punk, un peu moins hard. Mais à SummerSlam, ça va être épique. Et j'espère que la mallette soit en jeu et que Seth Rollins gagne quand même. A noter que c'est la 5e victoire de Seth Rollins en PPV d'affilée. Assez rare pour le préciser. Même John Cena, ça lui arrive pas souvent. Donc voilà, c'est important de le préciser. Ensuite, la grande déception de la soirée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis un peu passé à côté de ce match parce que je l'ai mis. Moment long entre les matchs du coup, ouais, la pression retombe, quoi. J'ai trouvé que entre Dean Ambrose et Seth Rollins, qui était assez intense, et le début du match Bray Wyatt contre Chris Jericho,
c'était long. Du coup, la pression est redescendue. Bray Wyatt n'est clairement pas dans son assiette. Je suis désolé. Chris Jericho n'est pas au top. C'est Chris Jericho, hein, je veux dire, c'est pas n'importe qui. Ce match devait être un 5 étoiles. Franchement, j'ai été déçu. Un petit peu de Chris Jericho, beaucoup plus de Bray Wyatt. Et le truc de Bray Wyatt, je le mets au compte de Cena. Je suis désolé, c'est pas pour faire mon rageux. Cena a cassé clairement le truc. Et on le voit, même les fans commencent un peu à le huer maintenant. Même les fans ne croient plus en lui. Voilà, et ça casse un petit peu le personnage. Et cette défaite le finit, mais totalement. Chris Jericho a agi en Cena. Sauf que, ben voilà, Cena avait... Je pense, voilà. Bon, je vais dire ça, les choses comme ça, pardon. Cena a cassé Bray Wyatt, le personnage. Il l'a fracassé avec ses 2 victoires contre lui. Chris Jericho lui a donné le coup de grâce. Voilà. C'est pas contre Chris Jericho. Chris Jericho a assez prouvé qu'il venait pour mettre les jeunes en avant. Il l'a fait pour Fandango, il l'a fait pour Ryback. Il l'a fait... pour qui il l'avait fait? Oui, il l'a fait un peu pour CM Punk aussi en 2012. Mais je trouve qu'il ne peut pas non plus perdre contre tous les jeunes. Je pense que Bray Wyatt aurait mérité une victoire quand même. Chris Jericho aurait pu avoir la victoire à SummerSlam. Mais s'il y a une revanche, si Bray Wyatt bat Chris Jericho à SummerSlam, il y aura plus de prestige parce que c'est SummerSlam. Voilà. Mais Chris Jericho, avec cette victoire, lui a donné le coup de grâce. C'était la cerise sur le gâteau. Moi, je ne crois plus en Bray Wyatt, ni face, ni heel, ni champion. Alors qu'en début d'année, c'était juste le mec avec Roman Reigns que je voyais tout déchirer jusqu'à la fin de l'année. C'est vraiment dommage. Franchement, moi, ça me déçoit. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire dans ce match-là. Chris Jericho assure comme l'essentiel, il fait pas quelque chose de mauvais. Bray Wyatt non plus, mais il paraît faible, c'est juste ça. Son œil au beurre noir, il ne l'est tellement pas non plus. Il paraît atteignable. Voilà, c'est ce que je trouve. Son œil explique tout. On peut le frapper. Alors qu'avant, il paraissait totalement inatteignable. Il rigolait. Là, lorsque ses frères, en guillemets, partent, il est clairement déçu et totalement désorienté. C'est plus que c'était. Juste pour ça, je mets 7,5 sur 10, même si je suis content que Chris Jericho ait gagné. Bon, encore 2 matchs. On en est à 17 minutes 30, je pense 17 minutes pour vous. La bataille royale, donc nouveau thème pour Xavier Woods, à noter. Quelques botches, dont celui de Dolph Ziggler sur Sheamus à la fin, qui n'était pas tombé. Ben, Doug de Kali, comme d'hab, hein, Kali ne sert pas à grand chose. Il y en a un, je ne savais plus c'était dans ce match-là, devait tomber. Non, c'était pas dans ce match-là. Il y a eu un bot, je sais plus. Ah non, bah c'était Page. Non, rien à voir. Faire inspire pour la mettre en dehors, elle s'était loupée. Rien à voir avec ce match-là. Mais il y a eu quelques bots, je les ai plus en tête. J'ai mis dommage pour Sendo. On annonçait Damien Sendo contre Adam Rose dans le match. Finalement, Damien Sendo a quand même été dans la bataille royale, donc je m'attendais à ce qu'il gagne. J'ai tellement envie qu'il gagne, Damien Sendo. C'est vraiment un de mes préférés en ce moment. Un moment complètement what the fuck. C'est Heath Slater qui élimine Cesaro, le grand favori de tout le monde. Je me suis dit pourquoi Heath Slater ne gagne pas à ce moment-là. Pareil pour Bodala, ça arrivait très très loin. Beaucoup ne l'aiment pas. Le voir avec le titre intercontinental, ce serait magique. Et j'ai mis dommage pour Ziggler. Et c'est dommage pour Miz d'avoir fait mettre en dehors plusieurs fois, mais il joue son rôle de heel, donc le Miz est de retour et ça me fait plaisir. Je suis vraiment déçu pour Dolph Ziggler, j'aurais aimé qu'il gagne. Vraiment, c'était peut-être mon coup de cœur pour qu'il gagne. Je l'avais précisé, c'était un de mes favoris, mais dans mes coups de cœur, côté subjectif. Le Miz intervient totalement crédible, je sais pas. Quand Sheamus montre la ceinture de champion intercontinental, il voit le Miz qui se relève à côté. Ça, c'est pas crédible. Pas crédible une seule seconde. Ils l'ont vu, ils auraient dû se dire. En plus, Sheamus, c'est pas comme s'il avait envoyé 3 fois en dehors du ring par-dessous la première corde, mais le mec il a Alzheimer, alors il comprend pas. Ouais, vraiment. Après, c'était Ziggler, donc ça rajoute un peu de crédibilité, mais Ziggler aurait dû remarquer quand même que le Miz n'était pas éliminé après 3 fois. Le Miz qui vient, qui intervient, donc j'ai vu que beaucoup de personnes ont été déçues par la victoire du Miz. Moi, je suis juste heureux. Le Miz champion intercontinental avec le Miz ancien, parfait. J'espère qu'il va vraiment avoir un règne crédible, pas comme ces 2 pseudo-règnes de merde quand il était face, c'était catastrophique, donc un règne d'un jour. Voilà, donc j'attends beaucoup de ce règne-là, et j'ai mis 8 sur 10 parce qu'on a eu quand même des bonnes choses, des bons lutteurs. Kofi Kingston, toujours totalement dans son élément dans les batailles royales. Ryback, totalement crédible en ce moment, de par sa carrure, de par son physique. Pareil pour Titus O'Neil, malgré qu'ils ont un peu des
qu'on appelle ça, des lacunes en ce moment au niveau catch. Et Zack Ryder, on le remerciera pour son passage parce qu'on l'a quasiment pas vu. Et le main event. Alors, j'avais une chose en tête. Je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, oui, c'est ça. J'en parlerai après. Le titre poids lourd est toujours là. Donc ça, c'est la première chose à noter. C'est que Cena est venu avec le titre poids lourd et il n'est pas là. Quand il a donné à Ric Flair, c'était pour le symbole. Il y a toujours 2 ceintures, mais un titre. Donc là, c'est bon. La rumeur est enlevée. Là, cette chose est confirmée. La nouvelle tenue de Roman Reigns, je la trouve carrément classe. Un petit peu différente de celle qu'elle avait d'habitude avec des lignes un peu verdâtres. J'aime bien, ça fait classe. Pas de surprise pour la fin, mais match correct objectivement. Donc ça oui, franchement, je vous l'avoue, ça me fait chier que Cena gagne. Franchement, j'ai pas cru une seule seconde par contre à Roman Reigns qui gagne. Et c'est là que je vais intervenir sur la chose que j'aimerais dire. Les mecs, ils sont contents quand le Rock fait son retour en janvier 2013 pour battre CM Punk et il fait à peu près 4 apparitions jusqu'à WrestleMania. Ça pose pas de problème du tout aux fans. Daniel Bryan est blessé, mais tout le monde veut qu'il reste parce que c'est un champion méritant. Et Daniel Bryan, même s'il est absent, il doit continuer à être champion. Et là, c'est pas pour défendre Cena. Le personnage de Cena, je ne l'aime pas. Encore une fois, en parenthèse, je ne critique pas l'homme. Mais les gens, en quoi ça pose problème si Cena n'est pas là ce soir? Les gens, ils se plaignent. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Cena, il est pas là le lendemain. Il devrait pas être champion. Mais vous êtes malades, les gens. Je vois pas en quoi ça dérange. Je vous ai cité Daniel Bryan et le Rock. Vous étiez tout content pour ces points-là. Vous pouvez pas dire John Cena, il mérite pas d'être champion rien que parce qu'il est pas là. Ben, il est pas là ce soir pour Raw. Je vois pas le rapport. Combien de fois on a eu un champion qui était pas là? Orton, il l'a très bien fait il y a pas longtemps. Et ça arrive plein de fois. On a des champions mineurs qui sont des fois pas là non plus. Et ils sont même mis à SmackDown. Où ça pose problème. En plus, Cena, il va... Je suis contre les gens qui tournent des films, mais il est pas là. Il va tourner un film et il va revenir la semaine d'après. Je ne suis pas là pour défendre Cena. Je ne supporte pas le personnage et ça me fait chier qu'il soit champion, je vous le dis clairement. Mais Cena fait tout ce que ne fait pas les erreurs que fait le Rock. Donc rien que pour ça, je lui dis un grand merci. Merci pour ça. S'il revient à SmackDown au Raw de la semaine prochaine, ça me va. Ça n'empêche pas que j'ai toujours envie que Brock Lesnar le démonte à SummerSlam. Hein. Juste pour la petite parenthèse. Et bien rythmé, j'ai mis. C'est le principe des Fatal 4-Way match. C'est que j'adore ce principe-là parce qu'il y a rarement de temps mort. Petite déception, John Cena et Roman Reigns n'ont pas vraiment eu le temps de s'affronter. Roman Reigns a pris le dessus. Et Kane et Randy Orton, j'apprécie vraiment ce qu'ils font entre eux. Randy Orton m'impressionne vraiment de plus en plus parce qu'il a beau être une merde du côté du mic skill. Mais niveau in-ring, je trouve qu'il a quand même quelque chose. Beaucoup me contrediront. Charisme et talent. Pour moi, ça fait déjà beaucoup. Et autre petite déception, grande déception, c'est qu'on n'a pas Brock Lesnar. Je m'attendais au moins à ce qu'il vienne porter un 5 à John Cena. Tout le monde l'attend ce soir, ça aurait été surprenant de le voir attaquer John Cena à Battleground, donc c'est dommage. Ça aurait fait en guillemets une apparition de plus, donc je pense que les officiels ne voulaient pas perdre de l'argent bêtement, alors qu'ils pourraient le faire ce soir. Pas de Seth Rollins, donc on aurait pu penser, donc il est parti en voiture, ça explique qu'il a quitté la zone. Voilà, déjà, pourquoi il part alors qu'il dit à tout le monde qu'il va cacher à la fin du match? Dean Ambrose n'est clairement plus dans l'arène. Il pourrait revenir, mais monsieur se casse. Pas crédible. Je m'attendais à ce qu'il revienne, côté surprise, qu'il vienne encaisser, même qu'il loupe son cash. Ça aurait rajouté quelque chose que j'aime pas, vous le savez, qu'un match se termine avec un vainqueur et qu'il n'y a rien après. Là, rien que ça m'aurait normalement fait baisser ma note. Là, ça n'est pas arrivé, et surtout pas Dean Ambrose. Je m'attendais à... Cette Rollins s'est laissé la mallette. Là, il y a des rumeurs qui disent comme quoi ce serait la première fois qu'un Mr. Money in the Bank est en train de cacher une mallette qu'il aurait volée. Que des Rhodes ne l'a pas fait alors qu'il l'avait lorsque Damien Sandow était Mr. Money in the Bank l'année passée. Je m'attendais à ce que Dean Ambrose vienne tout tenter et que Kane, Randy Orton et voire même Triple H viennent m'en empêcher. Pourquoi pas? Je veux dire, Dean Ambrose, il en a rien à foutre hein, de cacher sur John Cena ou de cacher sur Roman Reigns ou de cacher sur Randy Orton ou Seth Rollins. Lui, il veut être champion, il veut être au top. Donc, pour moi, c'est limite pas un face. Pour moi, c'est un twinner. Dans l'action, ça dérangerait pas. Ça ferait même pas de heel turn à mon sens. Donc voilà, j'attendais au moins un des 3 catcheurs. Ça n'est pas arrivé. Je ne baisse pas la note. Ça fait du 8 sur 10. Vous voyez, c'est pas vraiment crédible. Pour moi, c'est un bon match, mais 8 sur 10. Et le match de Diva, c'est pareil. J'ai noté mieux parce que c'était un match de Diva. Et la note finale, donc ça fait 48,5 points sur 6 matchs. Donc j'ai pas noté les 2 matchs de pré-show ni le Seth Rollins contre Dean Ambrose. Ça fait 8,1.
j'arrondis vraiment 8,07. Donc si je me souviens bien, ça le met en 4e place depuis un an. Juste derrière l'Innocell 2013 qui avait 8,1 et avant Payback 2014 qui avait fait 7,92, Extreme Rules 2014 7,9. Voilà. Je ne vais pas vous remettre l'image, vous l'avez la dernière fois, vous pouvez à peu près le placer ce show là si vous vous souvenez de mes notes. Sinon je vous invite à aller voir de nouveau la fin de ma vidéo du résumé de cette école dernier pay-per-view de Money in the Bank. Voilà. Et nous on se retrouve demain où je vais expliquer mon nouveau concept de vidéo, cette fois-ci par vidéo. J'en ai parlé sur Facebook, j'ai 3 candidatures pour le moment. J'attends d'en avoir un peu plus histoire de choisir, donc j'en parlerai demain. On se retrouvera mercredi pour l'analyse du Raw 1104. Et samedi, comme d'habitude, avec l'épisode 19 du 60 secondes au catch. Donc ça commence à augmenter, on est déjà à 19 épisodes et ça me fait plaisir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, ça doit être par là, oui, parce que effet miroir. À liker, à commenter et juste de me donner des critiques constructives, qu'elles soient positives ou négatives. Ça m'aide toujours à avancer et à essayer de me perfectionner dans mes vidéos et dans ce que je fais. Tout ça pour que vous soyez le plus confortablement et le plus agréablement surpris par mes vidéos. Ça me ferait plaisir et c'est ça qui me fait plaisir, c'est ça qui me motive. Voilà, une vidéo plus longue cette fois-ci, je m'en excuse, je pense que c'est pas dérangeant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes cool et nous on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye à tous.